よ。これはカミラに奪われし者たちの呪い、世もつヘグイだ。型的に何々をするの？それらを全滅させる。私たちにとって死とは何ですか？親友。私たちは一体何なんだ？王立軍の最初の部隊。Benjamin est sur le point de mourir et il compte bien emmener sa mère avec lui. Chaque scan de Hunter x Hunter, c'est poulet sur poulet là. Et le chapitre 418 supposition ne déroge pas à la règle. Si tu crois avoir loupé ça, ou encore ça, t'es le bienvenu. Wesh les BG les Chabatteurs, c'est le Crotal et vous êtes sur le Blackwell News. Nous revoilà sur le Black Whale et il est jeudi 14h35. Nous sommes toujours dans la chambre 1004 avec Benjamin qui aura tué son frère Strerednich. Au lieu de nous remontrer le plan de face, ce sera un plan de dos que Togashi illustrera. Comme pour nous rappeler le chapitre 385, lorsque Theta aura asséné une balle à la tête à notre prince numéro 4. Sauf que cette fois c'est pas un calibre 22, mais un bon gros fusil à pompe qui se déchargera dans l'abdomen de Strerednich. Et son corps parcourra 2 mètres. C'est bon, Benjamin il en a assez des bavardages et il le montre très bien au lecteur, écrasant par la suite avec la semelle de sa chaussure le visage de son petit frère. Et pour lui, Benjamin a réussi. Il a envoyé son frère tout droit en enfer. Tout cela se sera passé sous les yeux de Sarkov, qui aura été le témoin désigné par Strerednich pour expliquer tout ce qui se passera, mais pour prophétiser son retour. Hunter ayant toujours pour objectif de freiner avec Theta l'ascension de leur prince, là il vient de se manger un genjutsu monstrueux. Ne comprenant pas ce qui est la réalité ou l'illusion, il comprendra que c'est la marque de Theta, visible qu'avec du nen, qui montrera que Strerednich est encore en vie. Avant de se poser la question de quelle est l'ampleur de son pouvoir, il faudrait répondre à cette question. Où il est? Est-ce qu'il est en train de manger des pop-corn dans la pièce? Ou juste il s'est déplacé et là il est en train de vagabonder dans les étages? Sarkov sera déplacé, lui ainsi que Denjin, vers les bureaux judiciaires du niveau 3, afin de témoigner des crimes de leur prince, pour l'inculper même dans la mort. Pendant ce temps, le prince Benjamin se prépara pour la dernière bataille. S'étant armé du TSK-17 dans sa botte, il se dirigera vers la chambre 1001, où Tyson et Tsubepa seront enfermés afin qu'ils eussent sur eux du TSK-17. Il les aura empoisonnés tout comme Camilla, et leur objectif sera donc à tous les trois de trouver une contre-mesure, un antidote à ce poison indétectable. Peu de temps après, toutes les zones du niveau 3 seront sous contrôle de l'armée royale. Notre prince numéro 1, toujours entouré de Butch et de Furikov, il rejoindra Bazamliko et Gobentoba à ce niveau. Gobentoba aura été utilisé pour permettre la fuite du prince Cholai, notamment grâce à la pièce qui aura atteint le chiffre 10, et Bazamliko aura reçu l'une des flèches du Grimal de Alkenberg, faisant de son corps l'enveloppe du prince numéro 9. Attaché dans la chambre 1009, il aurait été découvert par Ushui et Shiamashi, s'étant rendu là-bas. La flèche que Alkenberg aura tirée dans le chapitre 413 lui aura permis une échappatoire, s'étant réfugié dans une nouvelle enveloppe. Ce sera une mission pour Bazamilko d'identifier dans quel corps se trouve le prince numéro 9. Et c'est à ce moment-là que les miliciens de Benjamin détenant le naine apprendront que ce dernier aura été maudit, en plus empoisonné. La mort ne leur fait plus peur. Elle devient une amie qui les accompagnera dans chaque chose qu'ils feront sur ce Black Whale. Et je me suis trompé sur un seul prince. Lors de mon analyse des événements futurs et passés de la loi martiale, j'aurais pu dire que les 4 princes restants que Benjamin aura évoqués étaient Cholai, Lusurus, Alkenberg et Fugetsu. Ces 4 princes n'étant pas au niveau 1. Mais Benjamin considéra Fugetsu comme déjà morte. De par sa condition physique et les esprits errants qui l'entourent, on comprend un petit peu pourquoi. Il veut tout de même lui inoculer le TSK-17 pour qu'elle puisse se réincarner dans une famille normale. Les 4 princes restants sont donc Cholai, Lusurus, Alkenberg et Marayam, sa dimension le préservant de la guerre, à l'instar du QG du clan Ei. La capture des chefs du clan Sha et Shu ne permettra pas de retrouver Lusurus ou même Cholai, mais elle donnera l'itinéraire du prince numéro 3. Benjamin souhaite utiliser à sa pleine puissance la loi sur la situation de crise, permettant à son propre héritier de sa lignée d'hériter du trône et de sa bête gardienne le nomade, mais pour ça il aura besoin de l'accord du roi Nasubi. La capacité Bohemian Rhapsody de la bête de naine de Benjamin fonctionne tout comme la capacité de la princesse Kacho, mais tout aussi comme la capacité Crazy Slot de Kaito. Nous aurons aussi appris dans ce chapitre que Furikov est le frère de Benjamin. Il est issu d'une alliance entre Unma et Beyond, faisant de lui le cadet du prince numéro 1. Benjamin, remonté par la colère,
se dirigera vers les quartiers de sa mère, la reine numéro 1, Unma. Et c'est dans un dilemme cornélien entre son petit frère Furikov et sa mère Unma que le chapitre se conclura sans nous donner de réponse. Mais moi je compte bien en donner. Quels sont les véritables plans de Unma? Ou encore, où est donc Srebrenic? On va tout repasser en revue dans la partie de l'analyse. Mushono Ai! 絶対的存在の死と再生に際し、さらに自身を王と共有することによってプフとユピーが到達したのは種の頂点、女王の域。Unma est sûrement le personnage le plus important du Black Whale, car elle est la mère de 3 futurs rois. Elle est la femme derrière la succession. Dans cette guerre, nous avons tendance à nous attarder sur Nasubi, Beyond ou même les princes, mais depuis le début, c'est la reine qui permettra au roi d'apparaître, l'ayant cajolé, bercé, influencé ou même protégé depuis sa tendre enfance. Et au même titre que la reine des fourmis chimères, la reine Unma relie plusieurs des personnages les plus dangereux du Black Whale, que ce soit Benjamin et sa puissance militaire, Srebrenic, le génie individuel du naine, et Alkenberg, la puissance collective. Elle aura permis à cette succession d'avoir 3 prétendants majeurs. Et c'est ce qui rend sa position exceptionnelle. Car Unma n'a pas besoin de se battre ou même de choisir quel fils deviendra roi. Si l'un des 3 de sa lignée, de son sang, gagne, elle gagnera avec lui. Et c'est là que vient son choix le plus stratégique, son alliance avec Beyond, liant le sang des Oikoro au sang des Netero. Et elle lui aura fait 2 gamins, entre Furikov, qui là on est sûr, et prochainement Srebrenic. Mais possiblement la mère de Srebrenic ne serait pas Unma, du fait de ses traits physiques très marqués de par un nez imposant. Si ce n'est une autre reine, pourquoi pas Duazulu, vis-à-vis de ses traits morphologiques ressemblant bizarrement à ceux de l'Usurus, faisant de Srebrenic le véritable enfant de la reine Duazulu, protégé de par le statut de la reine numéro 1 Unma. Et pour moi, voilà pourquoi Srebrenic semble proche de Alkenberg, car leur situation dans cette guerre de succession est vraisemblablement très proche. Malgré que leurs mondes s'opposent, le fait qu'ils aient été tous deux échangés au berceau les font se rejoindre sur un facteur, la mère de l'un et la mère de l'autre. C'est cela que disait réellement la lettre de Kachio, et depuis le début, la reine Unma aura pactisé avec le diable qu'est Beyond Netero, afin de protéger son Dineriche issu de son union avec la reine Duazulu. Le plan attribué à Beyond repose sur une stratégie préparée depuis des décennies, infiltrer ses propres enfants dans la société et l'appareil militaire de Kakin. Et Srebrenic serait son chef-d'œuvre. Si Srebrenic était effectivement lié biologiquement à Beyond, 2 héritages se rencontreraient en lui. Netero plus Kakin, génie du naine plus sang royal, et Unma serait précisément le pont entre ces 2 lignées, permettant à cette union illégitime d'être préservée. Mais au lieu que ce soit la même rengaine que l'arc des fourmis chimères, où c'est le roi qui s'attaque à la mère, là ça sera totalement l'inverse. C'est la mère qui s'en prendra à ses propres fils. Et c'est avec le TSK-17 que la stratégie d'Unma devient concrète. Son objectif n'est pas simplement de tuer Benjamin, elle cherche surtout à exploiter sa personnalité, parce que Benjamin est un militaire. Face à une menace incontrôlable pour le royaume et surtout pour lui, il répond par l'ordre, l'armée et la loi martiale. Connaissant son fils comme sa poche, Unma peut donc retourner la plus grande qualité de son Benjamin contre lui-même. Elle crée avec Furikov, son enfant, une crise suffisamment grave pour pousser son propre fils à employer l'armée contre les autres princes. Voici à quoi aurait pu ressembler Komugi si on lui avait laissé quelques années de plus, Unma déplaçant des pions dans la vraie vie. Elle n'est pas là pour faire de la figuration, c'est elle qui choisit les figurants. Et Beyond divulguera ses secrets qu'aux personnes compétentes. Le prince Benjamin n'étant pas l'élu aux yeux de sa mère, empoisonné au TSK-17 et cible de la malédiction de Beyond, il aura été paradoxalement le fils sacrifié, afin d'éliminer les concurrents pour que la guerre de succession ne s'éternise pas. Unma, malgré tous ses stratagèmes et ses désirs de conquête, aura choisi malgré tout son dernier fils, Alkenberg, au détriment de celui qui avait tout, pour choisir celui à qui il reste tout à faire. Échangé depuis le berceau, il n'aura qu'un but depuis sa naissance, survivre. N'ayant pas le rang ou même de milice armée, il aura eu comme cela tout depuis le début sa mère. Et la bête de naine du prince Alkenberg nous présentera leur symbiose. Et comment ? À travers le nez. Car oui, on aurait dû suivre notre intuition. Togashi ne fait pas d'hasard, et si un visage se reproduit quelque part ailleurs, c'est parce qu'il y a une raison.
Et malgré que Alkenberg soit reconnu comme le fils de la reine du Azulu, il a pourtant la plupart des traits physiques de la reine Unma, notamment l'énorme nez. Le fait que sa bête de naine en arbore deux aurait une plus grande signification. Le fait qu'à travers elle, sa mère prend forme. Unma n'a peut-être jamais eu besoin de devenir la seule souveraine, parce qu'elle possède déjà quelque chose de plus puissant que le trône, les héritiers, dont Furikov, le garde le plus loyal de Benjamin, fait partie. Alkenberg doit à tout prix gagner, étant celui que sa mère parvient le plus à influencer, reflétant sa présence jusque dans sa bête de naine. Contrairement au prince numéro 9, la bête de Benjamin n'arbore pas de nez, et c'est ce qui définit le plus son indépendance vis-à-vis de sa mère. Et la petite visite qu'il lui réserve n'est pas en tant que fils, mais en tant que chef des armées. Elle devra lui rendre des comptes, lui dire le vrai et le faux, que représentera Srebrenica. Is this the real life? Is this just fantasy? Du prince au gardien immortel. La mort comme transformation. Benjamin veut gagner la guerre de succession et devenir roi. Mais sa bête de naine reproduit un paradoxe. Sa mort pourrait devenir le moyen de dépasser sa condition humaine. Bohemian Rhapsody s'active pleinement à sa mort et fusionne avec le naine accumulé par le Benjamin Button. La progression que Benjamin reproduit dans la vie est celle d'un prince destiné au trône. Mais la progression qu'il arpentera dans la mort sera celui d'un naine post-mortem. La fusion de la bête gardienne avec la lignée des Oikoro. Le Benjamin Button deviendrait l'atout que chacun de ses descendants posséderait afin d'accumuler le maximum de Hatsu possible. Mais en réalité, ce ne seront pas ses descendants qui hériteront de quoi que ce soit, parce que Benjamin reproduit un schéma que nous aurons déjà vu, celui du slot 3 de Crazy Slot, permettant une réincarnation. Est-ce la vraie vie? Est-ce juste un fantasme? Les paroles du groupe Queen résonnent totalement avec la particularité de la capacité du nomade, nous poussant à croire à travers ces questions que la réincarnation est possible dans l'univers de Togashi. Et c'est le cas. Elle nécessite pour cela que le corps soit préservé et que le cœur continue à battre. Grâce à sa bête de naine, le trône lui serait éternel. Lorsque le prochain héritier de Benjamin, reconnu par le roi Oikoro, sera désigné comme successeur officiel et qu'il participera à la prochaine guerre de succession, Benjamin reviendra à la vie, sa bête de naine représentant le grand atavisme. Unma provoque la mort symbolique du fils. C'est le cœur tragique de cette analyse. Benjamin découvre que sa mère est prête à le sacrifier dans une stratégie favorisant Alkenberg. La mère qui protégeait ses enfants devient alors celle qui les utilise. Benjamin comprend qu'il n'est pas seulement l'héritier d'Unma, il est aussi l'un de ses instruments. Benjamin revêt l'image que sa mère a projetée sur lui. C'est le sens fort de la musique de Queen. Mama, just killed a man. Maman, je viens de tuer un homme. Unma n'en a eu que faire que Benjamin devienne une arme vivante, au prix de la tendresse du prince Benjamin, car tout cela suivait son plan machiavélique d'accession au trône à travers sa lignée. Unma peut bien sacrifier Benjamin, car elle aura Alkenberg. Mais le prince numéro 1 pourrait transformer à travers les prochains scans son sacrifice inévitable en véritable apothéose. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Les morts deviennent l'armée du roi. C'est ici que le Benjamin Button prend tout son sens. Chez un roi normal, la perte de soldats apporte la perte de puissance. Mais chez Benjamin, les morts de ses soldats se transforment en accumulation de naines. Ces soldats continuent donc symboliquement à combattre à travers lui. Benjamin devient progressivement le réceptacle de son armée morte. Et si sa bête de naine fusionne également avec cet arsenal à sa mort, ce principe de réceptacle atteint son stade ultime. Car les paroles de Freddie Mercury disent que Belzébuth a un diable mis de côté pour lui. Les soldats de Benjamin survivent à travers lui. Puis Benjamin survit à travers sa bête de naine. Benjamin deviendra ce diable mis de côté pour l'héritier de Kakin qui possédera son sang, devenant ainsi le gardien de l'arbre des Oikoro. Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. We will not let you go. Ce n'est plus l'homme qui doit survivre, mais la lignée. Cette partie de la musique de Queen donne tout son sens à cette théorie. Benjamin pense initialement comme un individu. Je dois devenir roi, mais le système de Kakin résonne en termes de lignée. Le corps de Benjamin peut mourir, le prince peut disparaître,
mais son haine, sa bête de naine, ses capacités, sa volonté pourraient continuer. Dans cette hypothèse, la bête serait alors transmise à un descendant biologique, permettant à son Benjamin Button de rester attaché à sa dynastie. On passe donc de Benjamin à la lignée des Benjamins. C'est le sens le plus puissant du « We will not let you go ». Nous te laisserons pas partir. Le roi peut mourir, son héritage refuse de subir le même sort. Jusqu'où s'étend la capacité de Srebrenik? Meurt-il vraiment? Crée-t-il à sa guise des univers parallèles? Eh bien le chapitre 418 qui sera encore sorti pendant que je bossais sur cette analyse sera paru avant que je puisse sortir cette vidéo. Et ce chapitre, sans passer par je ne sais quel plot twist, nous aura tout expliqué. Soit Srebrenik active le Zetsu puis ferme les yeux, ou soit il le déclenche en gardant les yeux fermés. Dans un cas comme dans l'autre, sa capacité s'active, puis sa vision de l'avenir vient à se révéler. Les 10 secondes éphémères. Pendant cette vision, le temps s'écoule dans le monde réel à une vitesse d'un clignement d'yeux. Et lorsqu'il ouvre les yeux dans ce monde parallèle, 2 règles s'imposent. À part lui, personne ne peut subir de changement. Les autres restent comme des statues de cire, rejoignant le scénario déjà vu par Srebrenik. Impossible de modifier leur position ou de glisser quelque chose dans leurs vêtements. Quant à la deuxième règle, sa capacité lui permet de modifier la position ou l'état des objets. Mais il ne pourra pas s'en servir pour blesser ou pour la faire trébucher. Il ne pourra pas aussi reprendre une arme déjà détenue par quelqu'un durant ces 10 secondes, mais ayant déjà vu le scénario, il pourra la devancer. Et Salkov, s'occupant de l'enseignement du naine à Srebrenik, sera son cobaye, tout comme aurait pu l'être Theta, car la capacité de spécialisation de Srebrenik révèle et théorise à travers ses entraînements et ses confrontations que les 10 secondes éphémères reposent sur une manipulation absolue de la perception temporelle. Pour activer son pouvoir, Srebrenik doit entrer en Zetsu. À cet instant précis, il entrevoit les 10 secondes à venir dans son esprit. Dans le monde réel, cette prémonition de 10 secondes ne prend qu'une infime fraction de seconde. Et lorsqu'il réouvre les yeux immédiatement après sa vision, le futur linéaire prévu commence à se dérouler devant ses yeux. En revanche, s'il maintient son Zetsu les yeux fermés, il crée une faille temporelle. Lui seul peut se déplacer et agir librement. Il fait tout l'inverse de Meruem qui lui déploie son haine de l'émission. Srebrenik, lui, emmagasine de l'aura pour pouvoir maintenir son Zetsu. Tant que Srebrenik reste dans cet état, les observateurs voient son double effectuer les actions de la vision originale. La matérialité de cette illusion est telle qu'elle reproduit le poids du corps, l'odeur du sang et celle des viscères. À voir comme ça, Srebrenik, il a un genjutsu permanent. Mais on est dans Hunter x Hunter, du coup, bien sûr qu'il y a des contraintes. Il y a d'abord le fait qu'il ne peut pas modifier l'action qui se déroule durant les 10 secondes éphémères. Il n'aura pas le choix de se voir mourir de par la main de son frère ou de par la main de Theta. Mais le porte-bonheur de Beyond fera toute la différence. La seconde bête de Srebrenik est l'équivalent d'une batterie d'aura. Le Zetsu sera sa force comme sa faiblesse. Lorsque Srebrenik n'émet pas d'aura, sa bête de naine doit donc consommer l'énergie préalablement stockée pour maintenir l'illusion. Et après ses entraînements, il ne lui reste que 3h48 d'autonomie pour son Zetsu, avant que l'illusion du cadavre laissé par Benjamin derrière lui ne se volatilise. La bête de naine se tiendra au point d'activation du Zetsu de Srebrenik et déploiera un champ de contrôle limité à un rayon, plus précisément actuellement la chambre 1004. S'il s'éloigne trop du centre donné par la bête de naine, il subit des acouphènes insupportables, et s'il sort de la zone déployée par cette dernière, le pouvoir se dissipe instantanément. Bien qu'il garde un Zetsu imperturbable face au bruit et aux alertes, le moindre choc physique inattendu brise instantanément sa concentration et dissipe sa faille temporelle. Et c'est là que réside la véritable faiblesse de la capacité de la bête de Srebrenik. Le Zetsu aiguise les sens, mais un simple contact peut annihiler son déploiement. Et à travers cela, on comprend le véritable sens de la première confrontation de Gon contre Hisoka. Tout comme notre personnage principal, Srebrenik devra rester caché. Mais une personne pourrait mettre un terme à son invincibilité. Cette personne aura pu sauver Theta d'un sort qu'elle ne connaissait même pas. Oui, je vais bien sûr parler de Senritsu. Elle est techniquement le seul Hunter capable de neutraliser le dieu temporel. Car la symphonie sortant de la flûte de Senritsu aurait été écrite par Satan lui-même. Au chapitre 387, Srebrenik aurait pu rester mort. Theta aurait pu partir en prison, et notre prince aurait pu vaquer à ses occupations telles qu'il l'aurait voulu. Mais la mélodie de Senritsu, qui projette de force l'esprit de ses auditeurs dans une utopie paisible pendant 3 minutes, détruit la concentration nécessaire pour le maintien du Zetsu. Conscient de ce danger mortel, Srebrenik a ordonné à ses gardes de surveiller étroitement Senritsu et de la ramener à lui. Mais si c'est pas elle qui vient, ce sera à lui de partir la voir.
Senritsu est donc devenu l'arme absolue contre lui, mais aussi sa cible prioritaire. Morena et le clan Ei peuvent attendre, car son principal counter qui est devenu Senritsu ne doit pas se rallier contre lui, malgré que ça l'est déjà. Togashi nous aura montré dans le chapitre 417 comment discerner l'illusion de la réalité. Srerenich représentant Kakin jusque dans ses vêtements, cela est bizarre que le logo présent sur ce dernier se retrouve à disparaître juste après l'attaque de Benjamin. Togashi n'omet aucun détail, il peut faire des erreurs, mais pas sur quelque chose d'aussi important. Dans les prochains affrontements à venir, ce sera à nous de discerner le vrai du faux, afin de voir le bug dans la matrice. Qu'est-ce qui nous permettra de dissocier l'illusion du vrai Srerenich? Eh bien ce sera à Teta de nous en dire plus. L'ayant vu et compris sa présence à travers ce regard échangé, elle est sûrement la personne la plus proche de savoir comment fonctionne sa capacité. Étant la sœur biologique de Furikov, de par l'union d'Unma et de Beyond, théorie avérée de par ses traits physiques prononcés dans le chapitre 418, on voit à travers ce phénotype du nez qu'Unma est partout, sauf chez Srerenich, car sa mère est due à Zulu. Voilà pourquoi sa capacité reprend comme deux gouttes d'eau celle de sa sœur Camilla. Sauf qu'au détriment de le faire revenir à la vie, ce sera lui qui pourra jouer avec elle, dû notamment à son sang biologique d'aîné Tero. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Plus que de scan avant la fin de la parution hebdomadaire de Hunter x Hunter, mais je vous ai pas oublié. Je prépare toujours la suite du manga à travers la partie 5 qui est toujours en préparation, mais je suis surtout en train de cook 3 vidéos qui va reprendre la famille des Freaks, de Gunfreaks jusqu'au premier géniteur, car plusieurs choses auront pu être expliquées, mais juste que vous ne les aurez pas vues. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 419. Sur ce, c'était le Crotal pour vous servir.